Bonjour, donc François Hébert, je suis le chef du service risque à l'Adréal Normandie. Donc je vais vous faire une présentation qui a été préparée par le ministère de l'Environnement en France, donc plutôt par les personnes qui écrivent la loi et la grande stratégie nationale à Paris, mais qui n'ont pas pu se déplacer. Donc moi je suis plutôt le représentant au niveau régional, et donc je dirige un service qui s'occupe de la mise en œuvre en Normandie des politiques publiques en matière de prévention des risques, à la fois les risques industriels et aussi les risques naturels, dont les risques inondations, dont on va parler tout de suite. Euh, alors, euh, le ministère avait préparé deux slides très rapides, mais qui ont été en grande partie reprises dans l'introduction pour vous resituer un peu l'état des lieux en France du risque inondation. Donc je vais juste reprendre le chiffre de 17 millions de personnes, donc à peu près une sur quatre, et 40% des emplois potentiellement impactés, chiffre de 2011, chiffre que on reverrait peut-être à la hausse avec les hypothèses actuelles, vu l'évolution de notre connaissance scientifique sur l'impact du réchauffement climatique. Bon, si on fait, disons, relativement simple, l'idée de la politique publique en matière de prévention des risques d'inondation, déjà, c'est que ce ne soit pas l'État qui soit le seul acteur. Vous avez évidemment un certain nombre de fonctions qui doivent être assurées par l'État, on va y revenir, mais vous avez un rôle important plus local des collectivités territoriales, et c'est un peu l'objet de la journée d'aujourd'hui. L'idée, c'est aussi de faire intervenir les acteurs moins institutionnels, les citoyens, mais aussi, par exemple, les entreprises, avec trois grands objectifs. Augmenter la sécurité des populations, améliorer les délais de retour à la normale après une inondation, et limiter autant que possible les impacts, notamment financiers, mais aussi humains. Alors, comme souvent en matière d'environnement en Europe, il y a un cadre d'abord européen sur cette question, avec la directive inondation. Et puis on va donc avoir ces cadres qui va se décliner plus nationalement, puis par bassin pertinent, donc avec plutôt les grands principes dans les textes de plus haut niveau, et une adaptation de plus en plus fine au territoire à mesure qu'on descend. Donc vous voyez que l'idée, c'est plutôt d'essayer d'être sur des territoires avec une cohérence hydrographique. Ce que vous avez représenté sur les cartes que vous voyez à l'écran, ce sont les territoires qui sont identifiés avec les plus forts risques d'inondation. Donc ils ont été fixés par arrêté ministériel. Il y en a 124. Et sur ces 124 territoires, l'idée est que les collectivités puissent s'emparer, en étant accompagnées par l'État, de la question du risque inondation, en mettant en place une stratégie de prévention de ce risque, qu'on appelle les SLGRI, parce qu'on aime bien les sigles. Voilà, alors elles ne sont pas toutes aussi avancées, mais vous voyez que ça couvre à peu près tout le territoire. Alors, pour répondre plus spécifiquement à la question, ce qu'on va demander dans le cadre de ces stratégies et des deux dispositifs que je vais présenter dans une minute, c'est d'essayer d'avoir une approche la plus globale possible. Donc ça commence déjà par connaître les aléas et les risques. Alors ça passe notamment par des cartographies que je vous montrerai plus tard. Les porter à connaissance à la fois des collectivités, mais aussi plus généralement de la population, pour que tout le monde soit informé. Essayer, quand c'est des phénomènes anticipables, ce qui est au moins en partie le cas pour les inondations, d'avoir des dispositifs de prévision. Et puis ensuite, vous avez essayé de limiter la vulnérabilité des territoires. Alors, il y a la vulnérabilité qu'on essaie déjà de ne pas augmenter, c'est-à-dire qu'on essaye de ne pas construire en zone d'inondation, par exemple.
Et puis, vous avez ce qui existe déjà. Et donc là, évidemment, on ne peut pas forcément aussi facilement agir qu'en amont de la construction. Et donc, vous avez des dispositifs, alors soit on va imposer des restrictions sur les usages, soit des travaux, ce genre de choses, pour, sans aller aussi loin que ce qu'on aurait pu faire en agissant en amont, quand même réduire la vulnérabilité. Alors, il y a deux grands dispositifs en France sur lesquels je souhaitais revenir. Le premier, qui n'est pas spécifique aux inondations, ça existe un peu sur tous les grands types de risques naturels, ce sont les plans de prévention des risques. Le plan de prévention des risques, l'idée, c'est donc ils sont prescrits par l'État. Ils sont basés sur une cartographie des inondations historiques et puis de modélisation selon un certain nombre d'hypothèses. Et on en déduit des cartes d'aléas que ensuite on porte à la connaissance de la collectivité. Et dans les zones où les aléas sont les plus forts, on va introduire un règlement qui va pouvoir aller jusqu'à interdire les nouvelles constructions ou certains types de nouvelles constructions. Ou alors, dans des zones où les aléas sont un peu moins forts, on va se contenter de prescrire soit des travaux, soit des limitations, sans interdire pour autant les usages. Donc ça, c'est réalisé en collaboration avec les collectivités, dans un processus qui se veut quand même assez transparent. Il y a une phase d'enquête publique, etc. C'est in fine validé par l'État et son représentant dans le département, qui est le préfet. Et ensuite, c'est mis en œuvre par les collectivités, parce qu'en France, les collectivités, elles ont un de leurs rôles importants, c'est qu'elles ont des compétences en matière d'urbanisme au travers d'un document qui s'appelle le plan local d'urbanisme, qu'elles revoient régulièrement, qui définit les règles de construction sur leur territoire. Et donc, elles doivent intégrer ce règlement dans leur plan local d'urbanisme. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, du réglementaire. L'autre grand dispositif, c'est les programmes d'action de prévention des inondations, donc les PAPI. Là, vous voyez que les territoires couverts sont de taille assez variable. Alors là, c'est plutôt censé être à l'initiative des collectivités, notamment dans les territoires à fort risque d'inondation dont on parlait tout à l'heure. Donc l'idée, c'est que l'État s'engage à subventionner des études, des travaux, etc., à la condition que la collectivité propose un plan qui soit basé sur une approche globale, donc tous les piliers que je vous ai mentionnés tout à l'heure, le développement de la connaissance, l'information du public, la culture du risque, la prévision et la réduction de la vulnérabilité. Donc voilà, sous la réserve d'avoir une approche cohérente et globale qui joue sur tous les leviers, l'État va s'engager à subventionner ce qui peut être fait par la collectivité. Et elle va le faire au travers d'un fonds, dont je vais dire deux mots, qui est le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, qui est le grand outil financier de l'administration en matière de risques naturels. L'idée, c'est en fait, c'est alimenté par une taxe sur les contrats d'assurance. Et donc, ça permet de financer tout un tas d'opérations, qui sont cadrées en termes de cahier des charges par le niveau national. Et donc qui est l'un des grands leviers financiers, notamment pour ces dispositifs-là. Good morning, everybody. Can you hear me okay? Yeah. My name is David Goff, and we're doing a double act. Paul Cobbing, unfortunately, our chief executive of the NFF, couldn't be here. He's suffering from COVID, so if he's listening in, hope you're getting better, Paul. Title is NFF, but I don't actually work for the NFF. I live in Kent, and I have been flooded. And I am responsible for the local parish. I'm also a flood warden, and I run lots of flood groups, and I'm involved with lots of different committees, but more on that later. But I just thought it'd give the background to it. And I'm delighted to be here this morning. So first of all, I'm going to hand over to Sanjay, who's going to take you through the first 3 or 4 slides. Thank you, David. And good morning, everyone. And apologies again that Paul couldn't make it, as David mentioned. So we'll do the best we can going through Paul's slides and his presentation
on flood risk governance. Just a little bit of background in terms of policy principles that underlie our flood risk. We have something which is called the National Flood and Coastal Erosion Risk Management Strategy in England, which has recently been updated and published. And this strategy sets out specific objectives that it's looking at to try and combat the flood risk within England and Wales. Scotland is separate in relation to its strategy. One of the things that we're looking at here is a nation that's ready for and resilient to flooding and coastal change, not only today but also looking towards the future and thinking long term towards the year 2100 as well. One of the key concepts that's come out recently from that FCRM strategy is looking at making places more climate resilient. So with the onset of adapting to the ever-changing climate, we need to start to try and make our towns, cities, villages who are already at flood risk more resilient. And that includes thinking about the growth and infrastructure as well that is bedded into that. A lot of the time when thinking of flood risk and looking at solutions to that flood risk, there are thoughts taken and considerations for climate change and how we adapt to that. So most flood risk projects do add climate change plus 25-year change in relation to how they can protect and how they can help make places more resilient. There is a big emphasis now in the recent strategy on making the nation and flooded people respond and adapt to that. We have many risks of flooding within the UK, so we do have from coastal flooding to main river, but we have seen a large increase and rise in surface water flooding as well, and also other types of flooding, such as groundwater flooding. So the flood risk has increased. We are looking at how we can combat it, and this risk management strategy does focus on how we can adapt, especially to the changing climate. So I think some of the strategic objectives that we think are important, especially to what the National Flood Forum do, is thinking about how impact of flooding and potential changes on that coast will affect people's lives and livelihoods. As Katia mentioned in her introduction, we know that there are many people at risk of flooding within the UK, 1 in 6 households, as mentioned. We have a lot of areas within the UK now that maybe not have had flooded in the past, but have experienced flooding recently. Just before we came here to this week, we had some strong-scale storms and lots of localised flooding, which was Main River this time. But ourselves, we find a lot of flooding that happens day in, day out throughout the year through intense rainfall events. We now tend to have stronger, if we've had a wet winter, we also then have intense rainfall events in the summer as well, which compound it. So that strategic objective is looking at trying to make sure that we understand how these impacts are affecting people and how we can take action. Also, that includes between now and 2030, people will need to receive information and support on how they need to transform and better prepare to those responses to flooding and coastal change. There is an emphasis at the moment in terms of legislation looking to incorporate initiatives such as Build Back Better, trying to ensure that we are more resilient and we do think about where we are building and developing in areas that might be on a floodplain or close to a floodplain. We are trying to reduce those impacts. It's very important, I think, also to emphasise that these events are becoming more frequent and there's a lot of communities that are affected by that. Again, between now and 2030, the strategic objective outlines businesses will need support and they will need those to be involved in recovery from flooding so they can get back to what's perceived normal afterwards. We know at the National Flood Forum that it takes anywhere between 6 to 18 months for somebody to recover after their flood event. There are some people in certain cases that do not get back into their homes after a flood up to nearly 2 years after the event through various issues with their insurance, various issues with reinstatement. It's a very long-standing process. And I think the drive now needs to be to understand the mental and social and physical impacts on people and communities within that. And these strategic objectives and this flood risk management strategy is now starting to incorporate that within their policy.
I think leading on from that, one of the things that we've seen is that there is now a drive, and one of them is by December 2021, National Flood Forum and the Environment Agency will develop a network of community-led flood groups and volunteers, and this network will facilitate that peer-to-peer learning. I will touch upon in the next session about what we do and how communities on the ground work and how they work in partnership with flood risk management authorities. But it's very positive to see that within that Flood and Coastal Erosion Risk Management Strategy Action Plan, there is now specifics on how to ensure that it's community-led, how it's ensuring that communities are engaged and communities are driving and are at the forefront of making sure that their flood risk management is dealt with. Again, by this April, the Department for Education is looking with support from the Environment Agency to promote flood awareness in schools in England. They'll also encourage schools to sign up to flood warnings and create flood plans. But I think the key note for us at the National Flood Forum as well is that it's that engagement, but also the empowerment of communities to be able to proactively manage and work in partnership with their flood risk. There are certain things communities can do, there are certain things they can't do, but the working within partnership with each other is very important. Again, from the opening statement this morning, we also in England have quite a complex situation of who manages flood risk and what authorities, and I'm going to hand over to David, who's going to explain a little bit about that, and also from his point of view as somebody who's been flooded and was within that community. Yes, the other thing I didn't say, I'm a trustee, a board of the National Flood Forum. If we can get the slide up, you will see that there's so many different people involved in the process of flooding, which is also very complex. When we talk about a top-down approach, we talk about a bottom-up approach, and we have to get the balance right. The government sets the directives, then we've got Environment Agency, who are working on main rivers. Then we have got internal drainage boards in some parts of the country where they're dealing with low-lying areas. They play a crucial role, and they get funding from ratepayers and landowners. They play an important. Bon, alors j'ai déjà présenté une partie des dispositifs, donc du coup vous ne serez pas très surpris des acteurs qui interviennent côté politique publique en France. Vous avez évidemment le niveau national, ça va essentiellement être le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Environnement sur ces questions, qui vont définir tout le cadre des dispositifs que je vous ai décrits tout à l'heure. Quel est le support juridique d'un plan de prévention des risques, qu'est-ce qui est éligible à être subventionné par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, par exemple. Donc tout ça, c'est plutôt défini au niveau national. Et ensuite, l'État, il a des services déconcentrés, donc de niveau régional ou départemental, qui vont être chargés de décliner toutes ces politiques. Alors en France, on est beaucoup organisé par département, avec à la tête de chaque département donc un représentant de l'État qui est le préfet. Et donc, c'est pas mentionné sur ces slides parce que c'était un peu évident, mais il a déjà un rôle de coordination de tous ces différents acteurs au sein de l'État pour faire avancer ces sujets-là. Et puis, il a un certain nombre de rôles, notamment en matière de gestion de crise, lorsque, de fait, une inondation se produit. Et également, on y reviendra tout à l'heure, sur tout ce qui est information préventive et culture du risque. Il y a un certain nombre de choses qui sont portées par les préfectures aussi. De manière plus orientée, ministère de l'Environnement, ce que vous avez au niveau des services déconcentrés, donc vous avez les DREAL, qui est la structure au niveau régional à laquelle j'appartiens, et puis vous avez la direction départementale des territoires et de la mer, qui sont le niveau départemental. Vous voyez qu'ils se répartissent un peu la déclinaison des différents outils que j'ai décrits tout à l'heure. Les plans de prévention des risques sont plutôt élaborés au niveau départemental, alors que la stratégie et ce genre de choses sont plutôt suivies par le niveau régional. Et vous avez aussi dans les niveaux régionaux des services qui sont spécialisés dans la prévision des crues.
Alors l'État, il agit aussi donc en soutien, alors notamment c'est le niveau départemental beaucoup qui joue ce rôle-là, en soutien des collectivités dans la part qui leur incombe, donc que ce soit en expertise qui peut être en éclairage réglementaire ou en financement. Et donc, les collectivités, elles, celles qui vont porter des projets de territoire, pour reprendre le terme proposé par le ministère, par exemple au travers des programmes d'action de prévention des inondations que je vous présentais tout à l'heure. Et puis également en appliquant les obligations réglementaires que je mentionnais tout à l'heure, issues des plans de prévention des risques, dans leur manière de gérer les politiques en matière d'urbanisme à l'échelle de leur territoire. Je ne vais pas revenir tout de suite sur le rôle des citoyens puisque ce sera l'objet de questions plus tard. Je vais peut-être juste revenir sur ce qui peut être aussi fait au niveau des entreprises. Alors là, je vous ai mis un extrait d'une plaquette que vous pouvez retrouver sur le site de la DREAL Normandie qui présente un peu toutes les actions qu'une entreprise qui est exposée au risque inondation peut mettre en œuvre pour limiter les conséquences potentielles, alors soit humaines, soit en perte de valeur, soit en création d'accidents ou de pollution accidentelle pour leur site. Donc, ça va d'actions très simples ou d'actions aussi organisationnelles, comme la mise en place de plans de mise en sécurité du personnel, jusqu'à des choses qui sont des investissements un peu plus lourds, mais qui, dans certains cas, peuvent s'avérer nécessaires. Okay, so in the UK, we have quite a complex issue of dealing with it. You may not be able to see all that, but I'm sure you'll get it later on. But the important thing is that we have the government at the top, and then we have they make the policy. We have 12 regional flood and coastal committees who operate around the country. And the chairman of that report into government. So the role of these regional flood and coastal committees is to guide the local people into the catchments and the likely impacts of climate change, which we've heard about, and advice given and consent to programs that will happen in their parts of the country. Then we have the county councils or unitary local authorities. They were given the lead in local flood following the floods of 2007. And they are the county councils. Then next to that, under them, we have the district and borough councils. This is interesting. In Kent, we have 12 of them. And then underneath that, we have something like 320 parishes. And they are working independently of themselves, and then they pass information up. But that's quite complex, getting all that information up. And then we have flood groups that are working sometimes in conjunction with parish councils and sometimes not. So there are different issues associated with that. Then we have internal drainage boards, which in Kent there are 5, and there are something like 100 in the UK in total. And their responsibility is looking at water levels in low-lying areas. Some of them are quite complex, and they have a lot of pumping stations, multi-million-pound pumping stations that pump water, places like the Romney Marsh and in Lincolnshire. Very costly to run, but play a crucial role in dealing with water. Then we've got the water and sewerage companies who are dealing with all the problems associated with that. In England, we have a lot of outdated sewerage systems that were built in Victorian times and are now really not fit for purpose. And it's quite staggering. I found out a few months ago that when we have floods, some 80% of the water in these systems is flood water and a lot less of the actual sewage. We have a lot of rural areas in England, and when we get flooding, we get raw sewage in the water as well. So it's a complicated issue. But it's really great to notice that the water and sewerage companies now are trying to address this problem in order to make things a lot better. We've got a lot of infill, we've got lots of building work going on, and they're looking at innovative ways of trying to store water. It's also interesting, I think, that we're now talking about flooding and drought in the same sentence, which we weren't doing years ago. We're desperate to get water out to sea, but we really ought to be conserving it, because with all the building work that's going on in the UK,
By 2070 in the southeast, they reckon there will be a crucial water shortage. So we do need to think seriously about how we can deal with that. I stood in a field in 1979 when we were told that this would be a reservoir for Canterbury. That field is still a field. So we do need to tackle that. But there is a lot of movement with water and sewerage companies. You would think that with the lead local authorities being the Kent County Councils, there would be good communication with the Highways Authority. There are issues associated with this. We get a lot of water runoff from highways that goes into unmaintained ditches, and we have problems with something called riparian ownership, which are the ownership of local ditches that farmers used to maintain. They don't maintain any longer due to lack of labour force, and there are certainly a number of issues that we are tackling to deal with how we deal with the highways. And then also, maybe it should be at the top of the list, is the property and the owners and the individuals who are responsible for their own flood risk. I think there's still a feeling in the UK that when flooding comes, it's somebody else's responsibility. Well, in some cases, it may well be. But there are other occasions when the homeowners need to take their own protection. A number of properties have been protected by various schemes in the UK, but there are a number of properties that haven't been because they don't qualify for the relevant funding, particularly in rural areas, small communities. And as has already been mentioned, now that we're seeing groundwater, surface water problems, and this flash flooding when we get these horrendous storms, and we've seen a number of communities that have never been flooded before have been flooded in the last couple of years or so. So it's quite a complex system that we have to try and pull all this lot together. I would have to say that in some respects there is a lot of good communication. In other places there is room for improvement, let me put it that way. The issue about how we all work together is, if somebody's got the direct answer to that, I'd be delighted to hear from you. But it is a problem. There is progress, but local authorities are under particular pressure in the UK now for all sorts of other things. We've had the dreaded coronavirus. We have had leaving Europe, which has caused problems. And also some local authorities and the EA are struggling to retain staff as well due to other issues and people going into the private sector. So lots of things to think about. So that just gives you an idea of what actually happens in the UK. Alors d'abord, comme je le disais tout à l'heure, les grands dispositifs nationaux que je décrivais, comme par exemple les plans de prévention des risques naturels, vous avez une phase d'enquête publique. Donc déjà dans l'élaboration de la déclinaison locale de ces grandes politiques, vous pouvez avoir un rôle du citoyen qui est prévu institutionnellement dans la méthodologie nationale. Après, de manière un peu plus spécifique, alors là, je vous ai mis aussi un document que vous pouvez retrouver sur le site de l'Adréal qui montre un peu les différentes phases d'intervention où le citoyen peut intervenir. L'un des moments très importants, c'est le moment de l'accession à un logement. Quand vous vendez un logement ou que vous le louez, c'est une disposition qui a été renforcée l'été dernier par la loi Climat-Résilience. Vous avez une obligation assez tôt dans le processus d'informer votre acquéreur ou votre futur locataire des risques. Alors les risques en général, pas uniquement les risques naturels, mais les risques inondations font partie des risques concernés qui peuvent impacter ce logement. Donc c'est quelque chose qui doit être fait par le propriétaire. Donc ça, pour le coup, dans la chaîne de l'information, c'est une étape qui est extrêmement importante et dont je vous montrerai tout à l'heure les outils sur lesquels elle repose. Alors une fois que vous avez ces informations, si vous êtes soumis à des risques, eh bien, charge à vous de faire ce que cela impose. Alors vous pouvez avoir des choses qui sont obligatoires réglementairement, c'est le cas des travaux qui peuvent être prescrits par les plans de prévention des risques que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, vous avez des choses qui relèvent plus de la préparation.
Déjà, connaître les manières de réagir aux différents types de risques, parce que bon, l'inondation, le risque nucléaire ou le séisme, c'est pas tout à fait la même chose qu'il faut faire dans les différents cas. Et puis, alors, ouais, il est recommandé par exemple de disposer d'un petit kit de crise et puis d'être capable de faire alors, ce qu'ils appellent un plan familial de mise en sûreté, où bon, là il s'agit voilà, de faire ce que je disais, identifier les différents types de risques susceptibles d'intervenir, comment on les reconnaît, et avoir un scénario avec les quelques réflexes immédiats simples dans les différents cas. Voilà en quelques mots pour l'implication du citoyen. Je reviendrai sur l'information à la 4e question. Very similar in England. If you're selling a property now, you have to tick a box to say whether you've been flooded or not, which is really quite interesting. It's something that's been introduced in the last few years. There are some people who want to try and sell their property without doing that, but there are situations in the UK now where people who've bought houses and they've then flooded are now going back to sue the people who've sold it to them because they didn't tell them. There are still some people in the UK who don't think they'll ever be flooded despite the fact they live in a high-risk area. So there's issues associated with that. We're seeing more and more of this in the UK where we see skips outside houses. And the question is, how does it help people get involved in this process? Well, in England, we have a lot of flood wardens who are out diligently looking at what's going on and reporting in. Householders tend to be worried before the flood comes. They're worried while it's flooding, and then they've got the aftermath if they get flooded. So there are all sorts of issues, and they do need support. Some people need more support, and as I think Sanjay mentioned earlier, some people are out of their houses for some 18 months, and the psychological effects that has on them. And for every one person that is flooded, they reckon that 17 other people are affected in the UK, whether that be in transport or whatever. And what we want to try and see is less and less of this. So they're building homes now that are more resilient, but that takes time, it takes money, and as I've already mentioned earlier, there are a number of places where they don't meet the criteria. So we're now having to see individuals find their own funds from wherever to protect their properties if they want to stay there. So it's a big challenge ahead. And the communication at this level, I think it's quite interesting. We've got this wonderful thing called WhatsApp now, and WhatsApp groups are springing up all over the place. And when flooding happens, communities do come together. But the longer it goes before we have the next one, they tend to drift, and we forget about how the impact that it has. And keeping the momentum going is a big problem. And we keep hearing that it'll happen. Well, it will happen, and it'll happen sooner rather than later, because we've seen in some parts of the UK where houses that have been flooded 4 or 5 times in the last 4 or 5 years, where they went 20 years before they were ever flooded before. So this problem is only going to get worse, and the main way, as I see it, very much involved with this BRIC project, is bringing communities together so they understand how they can work together. And with the support of the NFF and other organisations that I showed on that previous chart, that's where we have to work towards. So thank you. Alors, à nouveau, il y a un dispositif assez riche avec beaucoup de choses différentes. Je vais vous en présenter principalement 2. La première, c'est le dossier départemental des risques majeurs. Donc, c'est un document qui est établi par l'État, le préfet de département dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, c'est un document assez long qui doit être mis à jour régulièrement. Là, je vous ai mis des extraits de celui de la Seine-Maritime qui a été mis à jour l'année dernière, donc là où nous sommes aujourd'hui. Alors c'est un document qui prend grand risque par grand risque le territoire, qui donne des informations générales sur comment fonctionne ce risque, quels sont les réflexes à avoir, qui l'illustre avec des cartographies. Donc là, la carte que vous avez à gauche, ce sont les communes en Seine-Maritime concernées par un plan de prévention des risques d'inondation. Et donc, on fait ça pour toutes les grandes familles de risques majeurs. Et puis, à la fin, vous avez une liste de toutes les communes du département. Là, je vous ai mis le début pour la Seine-Maritime,
avec donc les grandes catégories de risques qui sont concernées et pour chaque commune sont indiqués les risques qui concernent la commune. Sur la base de ce document, ensuite, donc ce document il est notifié aux collectivités. Alors, le préfet, par exemple, l'année dernière, il a fait des réunions par grands arrondissements du département avec les élus qui étaient intéressés pour leur présenter ce document. Et ensuite, les maires doivent décliner ce DDRM dans d'autres documents locaux. Y compris quand ils sont concernés effectivement par des risques, ils doivent mettre en place des plans communaux de sauvegarde. Donc voilà, comment on réagit si jamais survient une crise. Et puis, ils ont une obligation d'information périodique. Alors, la méthode est à leur convenance, de leur population sur ces risques. Voilà, donc ça, c'est un dispositif assez important en France. Alors, l'autre dispositif, c'est la plateforme GeoRisque. Alors, GeoRisque, c'est en fait, vous avez c'est une carte de France en fait sur laquelle vous pouvez zoomer, dézoomer comme vous le souhaitez, et sur laquelle vont être indiquées tout un tas de catégories de risques. Donc, vous avez les risques naturels, mais vous allez aussi avoir, par exemple, toutes les installations classées pour la protection de l'environnement qui vont être indiquées. Les centrales nucléaires aussi, etc. etc. Donc l'idée, c'est d'avoir une plateforme unique, interactive et assez facile à manipuler pour avoir toute l'information sur les risques en un même endroit. Alors, un des modules de GeoRisque dont je vous ai mis quelques captures d'écran, mais je proposerais peut-être qu'on puisse basculer sur le lien pour que vous voyez comment ça marche. C'est Erial, donc c'est un site qui a été fait sur la base de GeoRisque, donc qui en retire les informations pour pouvoir remplir les documents d'information dont je vous parlais tout à l'heure quand vous vendez ou vous louez un bien. Alors là, je vous propose par exemple de rentrer l'adresse d'ici, même si je ne suis pas sûr que ce soit la plus intéressante. Alors, si vous ne la connaissez pas, sinon, mettez place de la Madeleine à Rouen, c'est la préfecture. Donc, vous pouvez soit saisir l'adresse, soit, alors ça ne se voit pas parce que l'écran est un peu coupé, mais en dessous, vous pouvez aussi faire par plateforme cadastrale. Donc normalement, une fois que vous aurez mis Rouen, il va vous le proposer. Voilà, donc là, vous cliquez dessus. Alors, donc là, je vous laisse descendre un peu peut-être pour centrer plus. Voilà, donc là, ça vous indique où c'est, pour vous vérifier que c'est bien l'endroit que vous pensez. Alors, c'est bien l'endroit que je pense. Donc ensuite, du coup, ça vous ouvre une autre fenêtre où on va vous informer sur les risques. Donc, je vous laisse défiler là, qui sont susceptibles d'impacter cet endroit. Donc là, vous voyez que vous avez un risque inondation qui est indiqué. Il y a un plan de prévention du risque inondation sur la ville de Rouen. Et donc, vous avez l'information qui vous est donnée immédiatement. Et alors ensuite, si vous descendez, vous avez les autres qui, sur cette parcelle, ne font pas l'objet d'une obligation d'information, mais qui sont recherchés par la base de données. Donc, on regarde s'il y a un plan de prévention de risques technologiques du fait de la présence de sites Seveso seuil haut. Si vous descendez encore, on regarde s'il y a des pollutions des sols, encore. Voilà, des risques de glissement argile, etc. etc. Bon, il y en a encore quelques autres en bas. Voilà, les canalisations de transport de matières dangereuses. Je crois qu'il y a aussi des choses sur les risques miniers et le bruit, c'est ça. Voilà, vous pouvez revenir sur la présentation, mais j'ai presque fini. Donc ça, c'est un dispositif qui est disponible voilà, de manière pérenne et qui permet d'alimenter le citoyen de manière assez simple. Vous voyez qu'en quelques clics, vous avez toutes les informations. Si vous continuez un peu après, sur l'onglet d'après, ça vous remplit automatiquement le document que vous devez remettre à votre acquéreur ou à votre locataire. Du coup, juste pour conclure, il y a été fait allusion en introduction pour vous montrer que tout ça
continue d'évoluer. Alors, il a été effectivement annoncé un plan d'action qui s'appelle Tous résilients face aux risques à la fin de l'année dernière. Alors c'est quelque chose qui nous parlera particulièrement ici à Rouen, puisque ça fait suite à un rapport qui avait été commandé par la ministre suite, alors non pas à une inondation, mais à un accident industriel qui a eu lieu ici à Rouen à la fin de l'année 2019. Et donc voilà, ce rapport propose un certain nombre de choses d'une manière générale sur la culture du risque, pas uniquement sur les risques industriels. Donc vous avez que le ministère a repris pour partie, puis a complété avec d'autres grands axes. Je vais vous en citer 2 parmi les 6. Donc il y en a un qui est de renforcer le site Géorisque dont je vous parlais tout à l'heure pour avoir quelque chose d'encore plus accessible pour le grand public. Et puis vous avez l'idée d'une journée nationale de la résilience face aux risques naturels et technologiques. Alors en fait elle existe déjà, mais là l'idée c'est de lui faire prendre beaucoup plus d'ampleur, d'organiser des exercices de mise en situation, des choses comme ça. Donc c'est le 13 octobre. Et donc voilà, l'idée c'est d'avoir un rendez-vous annuel désormais avec davantage d'initiatives que ce qui peut se faire aujourd'hui sur cette journée, même si il existe déjà des choses. Brilliant. I think I'll just touch upon the actions carried out nationally on the public side within England. So, as mentioned earlier, David was discussing all the different types of organisations we have that look at the flood risk management. They will, on a generalistic scale, look at some of these issues as well. So I'll just wait till. Brilliant. So one of the things that they will look at is campaigns and promotion. So raising awareness, maybe in areas where there hasn't been recent flooding, but there's been historical flooding, encourage people to look at whether they need to be insured because they're at flood risk, and also maybe looking at signing up to national flood warnings that the Environment Agency will be putting out depending on the areas that they live in. Also any specific guidance and information that they have as well that they will be able to provide to their local area. Again, depending on whether it's viable or whether it actually will be suitable for individuals and areas, they will also promote property flood resilience. So this is looking at making your home more resilient and more resistant to a flood event as well. So helping you look at your property individually on that aspect as well. One of the issues I think we have, or one of the key points of this, is that these actions are nationally and they're done by multiple organisations. But one of the key drivers, and we'll discuss it throughout today's sessions, is we do believe, especially at the National Flood Forum, it needs to be a bottom-up approach. So there's quite a historical aspect of a lot of these points that we're discussing in terms of campaign, promoting, consultation, that it is sometimes directly fed down. And one of the things that we discuss, and as David mentioned, bringing communities together, is ensuring that their voices are heard from the bottom and that they actually drive these points. So they drive those campaigns, they drive that consultation. So things such as national strategies and policies that are implemented, that are discussed longer term. It's very important that communities who are at flood risk and flooded people have the availability to do that. Again, actions carried out nationally, delivering capital schemes through the Environment Agency, through funding given to them through those capital schemes to protect people from flooding as well. Again, one of the interesting points as well that's done nationally and carried out aimed at the public is ensuring that they have affordable insurance. So since 2017, we have a scheme in the UK called Flood Re, and that's aimed at making sure that people who have been affected by flooding, who had flooding in the past, that when they do go to get insurance, A, that they are able to afford the insurance, and B, that they are able to get insurance in a flood risk area. And Flood Re is something that was done in collaboration with the government and the insurance industry, and also fed back from the National Flood Forum on how people are affected by that flooding. Also, again, as mentioned, nationally, looking at flood warnings, flood forecasts, making sure people have the right information so they can be prepared. But again, I think the real key here is the real key theme that will go throughout this is that
any of these actions that are delivered nationally need to have a consensus and need to have a local input and be driven by those people on the ground, because sometimes there needs to be bespoke information given to specific areas, and that's very, very important. Une première question qui nous vient donc de Teresa. En Angleterre, l'influence des constructeurs est telle que l'interdiction de construire n'existe quasiment pas sur le terrain. Les décisions sont prises par les élus qui préfèrent remplir leur devoir de fournir des foyers que de protéger contre les inondations. En France, avez-vous les mêmes ennuis ? Le même dilemme existe, en France. Alors après, vous avez, malgré tout, comme je vous disais, vous avez un certain nombre de règlements qui s'imposent aux élus et qui sont décidés non pas par les élus, mais par le niveau préfectoral, donc par l'État. Et vous avez un certain nombre de décisions qui peuvent... l'État, au niveau départemental, a une mission de contrôle de légalité de certains types d'actes qui sont pris par les collectivités. Donc ça peut être sur certains types d'actes une manière, un garde-fou pour éviter que les plans de prévention des risques ne soient pas appliqués. Voilà, maintenant, je vous avoue que c'est plutôt suivi par le niveau départemental, ces questions plus urbanistiques, donc je ne suis pas forcément complètement le mieux placé pour apporter une réponse plus précise. Juste pour compléter sur la première question, puisque moi je suis en plein dedans, puisque je réalise en ce moment des enquêtes auprès des élus et auprès des services de l'ECA, justement, sur l'application. Te présenter, du coup. Ah oui, donc Arnaud Ganaille, je travaille au CEREMA Hauts-de-France. Voilà. L'idée, c'est quoi ? C'est que les élus, aujourd'hui, en effet, subissent des plans de prévention des risques inondations, la plupart du temps, et sont mis devant un constat avec des aléas et des enjeux, et donc des cartes de risque, et un règlement contraignant en termes d'urbanisme. Et de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que les élus demandent à rencontrer les préfets pour pouvoir essayer de négocier un petit peu les marges de manœuvre qui sont instaurées depuis 2019 en France, puisqu'il y a eu une petite évolution sur la doctrine inondation, où en effet on parle maintenant d'aménagement résilient. Donc il y a quand même quelque chose qui revient souvent, c'est comment ça se fait qu'on arrive à construire dans des zones inondables, et pourtant on arrive encore à l'interdire. Parce que les marges de manœuvre sont de plus en plus faibles pour les élus. Et donc, il y a une forme de blocage qui risque d'arriver, en plus avec l'artificialisation zéro que la France nous demande bientôt. Voilà. Thank you. It's also a question for our French speaker, and that is that generally in the UK, I would say that it's quite rare for individuals to have emergency plans. And I was just wondering if you have any idea the proportion of people that actually have those plans in place in France? Je dirais pas beaucoup, a priori, mais je suis peut-être pessimiste. Peut-être un mot pour compléter. Je partage ce qui vient d'être dit, évidemment, mais on a des dynamiques des inondations qui sont très différentes en fonction des endroits du territoire, et notamment dans le sud de la France, on a des crues qui sont particulièrement rapides, on appelle des crues cévenoles, et je pense que dans ces territoires-là, où il y a un vrai enjeu de réagir très vite, on a une mobilisation beaucoup plus forte, et on a vraisemblablement plus de ce type de plan dans ces régions-là où on a une dynamique particulièrement rapide des inondations. Et donc il y a un enjeu de savoir quoi faire sans avoir 12, 14, 24, 48 heures pour réagir. Oui, bonjour, Anne-Marie Levrault, donc Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques. En fait, c'est des sujets de compréhension. L'assurance inondation britannique, enfin anglaise, qui est promue, c'est une assurance publique. Comment ça se passe? Enfin, je n'ai pas bien compris. No, it's a private insurance, so you have to take out your own insurance as an individual. The scheme that I discussed was set up to help people who found it difficult. So the problem that was happening is people would take out their own private insurance, and then when it came to renewal time, if they'd been flooded, the premium would rise exponentially, sometimes into the tens of thousands of pounds, and it was actually making less and less people able to afford that insurance. So it kind of had a bit of a knock-on effect. Then people would not maybe
say that they'd been flooded because they were worried that if they went through the insurance process and then their premium came, they would not be able to afford it. Some people didn't know that they would not be able to get insurance. So it was a cross collaboration between the insurance industry and government to create this offset pot, essentially to help people in that situation. So private industry, insurance companies, government, they put into this centralised pot of money to help. So effectively trying to spread the cost so it wasn't all on the insurance companies, which then passed on that cost to the individual. But in terms of the insurance as a whole, in terms for flood risk, a resident of a house, your own private dwelling, you will have contents insurance for your possessions, and you also have buildings insurance as well.